Bonjour Gilles Reynaud, merci beaucoup d'avoir accepté. Donc c'est la première audition de la commission d'enquête sur le suivi du Covid-19. Donc il y a aussi Elmi Emrabe qui est mon collaborateur qui est là pour noter toutes les choses intéressantes que tu vas nous dire. Alors Gilles Reynaud, toi tu es sous-traitant du nucléaire, tu es président d'une association dont j'ai l'honneur d'être la marraine, qui s'appelle Mazone Contrôlée, donc qui est une association de sous-traitants nucléaires, donc qui se bat pour les conditions de travail des sous-traitants nucléaires. Tu es aussi un lanceur d'alerte, puisque tu as dénoncé plusieurs fois, non je te vois faire si, mais si, tu as dénoncé plusieurs fois les conditions de travail qui existaient dans le nucléaire, et pour ça, Orano, donc anciennement Areva, t'a mis à pied pendant quelques jours, et en ce moment tu es d'ailleurs devant la justice sur cette affaire-là. Et puis tu es aussi syndicaliste à Sud Énergie. Alors est-ce que tu peux déjà nous faire un point de la situation sur comment ça se passe pour les sous-traitants nucléaires ou en général les travailleurs du nucléaire, mais plus spécifiquement les sous-traitants dans cette période de coronavirus? Oui. Alors tout d'abord, Mathilde, je voudrais moi donner tout notre soutien, je dirais aussi aux personnes, hommes et femmes qui travaillent aujourd'hui dans les secteurs d'activité de la santé, les caissières dans les magasins, tous ces personnels aujourd'hui qui on voit bien l'importance de leur présence dans les métiers qu'ils exercent et qui sont souvent, je dirais, laissés un petit peu de côté. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, nous les sous-traitants, c'est un copier-coller de ces situations, hein. Nous sommes, je dirais, mobilisés sur l'ensemble du parc nucléaire, à EDF comme à Orano. Et nous sommes, par le biais de l'association, comme tu l'as dit, sollicités, interpellés par beaucoup de nos collègues qui sont inquiets parce qu'ils sont sur des installations et ils estiment que les moyens aujourd'hui qui sont mis en place pour les protéger par rapport au risque du coronavirus ne sont pas satisfaisants. Euh, Concernant, on va dire, le problème du nucléaire, de la radioactivité, nous savons très bien faire. C'est notre métier. Ce sont des choses que l'on arrive on va dire, à faire dans de bonnes conditions. Mais par rapport à ce risque aujourd'hui, supplémentaire, il y a une inquiétude grandissante sur le parc et on se rend compte que nos copains sont vraiment anxieux de cette situation. Et derrière, Mathilde, il faut comprendre que si nos copains, ils n'ont pas toute leur tête pour faire leur métier dans de bonnes conditions, si tu veux. On va avoir des problèmes de non-qualité de maintenance, ce qui veut dire que quand on va remettre en service peut-être les installations, il y a de fortes probabilités de fuite, des problèmes où il va falloir reprendre le travail. Et donc, cette situation d'anxiété, si tu veux, n'est pas un facteur pour améliorer la sécurité, la sûreté nucléaire due à nous tous, quoi. Après, ce que je peux rajouter, c'est que, ben oui, nous sommes aujourd'hui très sollicités aussi par les médias. Les médias comprennent aussi la situation, je dirais, sur ces installations sensibles pour nous tous. Et donc, ils s'interrogent sur les conditions de travail des gens. Et là aussi, on se rend compte que la sous-traitance aujourd'hui, c'est, on va dire, un effectif considérable. C'est plus de 160 000 salariés concernés parce que nous faisons plus de 80% des activités de maintenance, de gestion des déchets, des activités avec de forts enjeux de sécurité et de sûreté, et que nous sommes, je dirais, aujourd'hui indispensables dans l'organisation du travail des exploitants nucléaires. Et on a même des documents comme quoi nous sommes, je dirais, réquisitionnés, nous, entreprises sous-traitantes, entreprises privées, par les exploitants nucléaires. Et ça pointe peut-être du doigt, Mathilde, un délit de prêt de main-d'œuvre. Tu vois, comment c'est qu'on dit aussi, délit de marchandage. Puisque aujourd'hui, nous sommes un peu les garants, ben oui, par rapport à cette situation et nos métiers, les garants de la sécurité, de la sûreté nucléaire, et les exploitants nucléaires ont vraiment besoin de nous. Donc, tu disais 80% de la maintenance est faite aujourd'hui en sous-traitance dans le nucléaire, Oui, c'est absolument énorme. 160 000 salariés, avec des enjeux à la fois de conditions de sécurité pour les personnes, mais aussi de conditions de sécurité pour le parc nucléaire dans son ensemble qui sont énormes. Notamment, il a été montré que 80% de la dose radioactive est reçue par les sous-traitants.
avec énormément de métiers différents. Alors, comment ça s'est passé exactement au début de cette crise de coronavirus? Quel matériel vous avez? Comment vous avez été prévenu? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui a changé avec cette période de coronavirus? Ok. Alors, ben, en fait, le coronavirus, on avait déjà des alertes au mois de janvier, courant février aussi, dans les entreprises, comme quoi, ben oui, par rapport à ce qui se passait en Chine, on savait, on appréhendait un petit peu que ce virus, les frontières ne servent à rien et que ce virus allait certainement arriver sur le territoire. Donc, les exploitants ont commencé un petit peu à essayer d'organiser cette situation au niveau de leur personnel, hein, je parle essentiellement agents statutaires, Orano, CEA ou d'EDF, pour voir comment ils pouvaient réorganiser le travail, augmenter l'amplitude horaire, par exemple, de travail des gens. On sait qu'à EDF, nos copains risquent de travailler peut-être 12 heures par jour pour, on va dire, ben, continuer la conduite des réacteurs nucléaires. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis, ben, nous, au niveau des entreprises sous-traitantes, ça a été très disparate puisque ben, chaque entreprise, si tu veux, en fonction des effectifs dont elle a dans son entreprise, hein, des fois, il y a des boîtes, ils sont moins où ils sont 10 salariés. Et puis, tu as des grands groupes où on peut être 3000, 4000, voire beaucoup plus. Donc, en fonction des effectifs, des éventuels donneurs d'ordre chez qui nous intervenons, ben, il y avait de l'information qui était faite, de la communication sur ben, les gestes barrières à appliquer à minima. Et puis, et ben après, les copains sur le terrain, eux, ben, quand ils entendaient qu'ils avaient besoin de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique, que ça serait bien qu'ils se protègent au niveau des voies respiratoires aussi, et que ben, ils n'avaient pas ça à disposition, et ils ont commencé un petit peu à gamberger, quoi, à se dire, mais je viens sur une installation et puis je me rends compte qu'on ne me met pas à disposition. Alors, la responsabilité, est-ce qu'elle est à l'employeur direct des salariés ou à l'exploitant nucléaire? C'est un grand sujet, je pense. Les Euh, agents est-ce- statutaires, eux, ils ont du matériel ou non? Pardon, Les agents statutaires, ils ont du matériel ou non? alors EDF a mis à disposition certaines choses pour les agents statutaires. Seulement. Côté sous-traitant, il semblerait que, alors, c'est très disparate aussi, Mathilde, on va dire, la gestion de ce virus en fonction des sites nucléaires où on travaille. Il y a des sites nucléaires aujourd'hui qui sont en arrêt de tranche. En arrêt de tranche, ça veut dire qu'il y a donc des opérations qui sont en cours, une multitude d'intervenants qui sont présents, je dirais. Et donc, tu comprends bien que là aussi, il est compliqué dans des vestiaires de 50 mètres carrés, quand tu as beaucoup de personnel à l'intérieur, de respecter des distances de sécurité, les distances sanitaires. Il est très compliqué de nettoyer, après chaque passage des gens, les poignées qu'ils ont pu toucher, le matériel qu'ils ont pu toucher. Et tout ça, si tu veux, ben, fait que sur le terrain, cette situation, les intervenants le vivent très mal, le vivent avec la boule au ventre. Et tout ça, ben, nous, ça nous alerte parce qu'on sait que s'ils ne sont pas, comment dire, bien dans leur tête, Mathilde, on va faire des bêtises, malheureusement. Parce que Et en termes de... cette anxiété, si tu veux, va avoir un côté sur la qualité de notre travail, l'attendu du résultat de notre travail. Et derrière, voilà, moi, c'est ça qui m'inquiète, quoi. Et de savoir que mes collègues aujourd'hui peuvent être mis en danger par rapport à ce virus, je trouve que c'est malhonnête de la part des exploitants, c'est malsain de la part des employeurs aujourd'hui qui font même des menaces à nos collègues, hein, des notes de service en disant vous n'avez pas le droit de faire un droit de retrait. Hmm. Vous n'avez pas le droit de dire qu'on ne met pas les moyens. Ils font, même dans certaines entreprises, signer des décharges aux salariés pour dire en cas de problème, si vous êtes malade, nous ne sommes pas responsables. Mais en Euh, plus, ce qui est incroyable, c'est que du coup, quand tu dis les agents statutaires, pour certains, ont accès, eux, à du matériel, que ce soit du gel ou peut-être des masques, et que les sous-traitants ne l'aient pas, c'est absurde parce qu'il y a comme si le virus faisait une différence entre le statut des gens. Et potentiellement, en fait, ça met en danger tout le monde vu que c'est un virus Justement, extrêmement contagieux. Est-ce que toi, tu as connaissance de personnes qui ont eu le coronavirus dans les agents statutaires et qui travaillaient
dans une des installations nucléaires? Alors, on a eu des chiffres là d'un comité social économique de EDF en date du 27 mars, donc de vendredi dernier, où la direction d'EDF annonçait 281 cas de malades ou de suspicion d'atteinte du coronavirus pour les agents EDF. Et on avait un chiffre de 61 salariés d'entreprises sous-traitantes. Alors, ce chiffre, il a forcément évolué depuis vendredi. Et surtout, nous, ce qu'on a aussi vu par rapport à ce risque, je dirais, de coronavirus, et puis les annonces du gouvernement qui ont été faites le 16 mars, hein, il me semble, oui, le 16 mars, où on a dit qu'il faut confiner les gens. Si tu veux, à cette période-là, on avait donc des copains mobilisés sur le territoire, sur les sites nucléaires, et dans des entreprises, on leur a dit, on vous démobilise, vous rentrez chez vous. D'accord. Donc, nos collègues sont rentrés chez eux. On n'a pas fait un dépistage d'une potentialité d'atteinte de ce virus. Les gens sont rentrés chez eux, dans leur famille, leur foyer. Et aujourd'hui, on est en train de les remobiliser sur certains sites nucléaires. Et là aussi, on voit bien qu'on aurait tout intérêt, je dirais, à l'entrée des sites nucléaires, à faire un dépistage, à mettre des moyens. On sait que sur le site de Mélox, dans le Gard, là, pas très loin de chez moi, c'est quelque chose qui est fait, qui est mis en place. Nos collègues qui arrivent à la prise du poste, alors ça travaille 7 jours sur 7, en 3-8, 24 heures sur 24. Ils ont, on va dire, un peu réduit les équipes hein, au strict minimum, je dirais. Et donc, nos copains, quand ils arrivent, nos collègues là-bas, il y a une prise de température. D'accord. On leur fournit un masque. Voilà. Et déjà, rien que ça, je trouve que c'est rassurant pour les gens qui vont y travailler. Et puis, ben, nous, c'est ce qu'on aimerait aussi se voir se décliner sur les sites EDF et les autres installations de Orano. Que tous nos copains, nos collègues aujourd'hui, eh ben, quand ils arrivent, hop, ben, on fait un dépistage pour s'assurer qu'ils ne sont pas potentiellement contaminants par rapport à ce virus vis-à-vis des autres, quoi. Et sur effectivement, ouais, donc ça, c'est une des préconisations que toi tu fais, c'est-à-dire de faire en sorte déjà qu'il n'y ait pas de règles disparates entre les sites, entre ceux qui ont le statut et ceux qui n'ont pas le statut, parce que c'est absurde. Et ensuite, tu me disais aussi que par rapport à la sécurité des travailleurs et des travailleuses du nucléaire, il y avait des choses autour du calcul de la radioactivité. Tu peux expliquer ça? Ouais. Alors, pour revenir sur ce que tu disais au tout début, avec nos collègues statutaires, hein, qu'ils soient Orano, CEA ou d'EDF, en fait, on est dans la même configuration. On a ce risque potentiel et on n'est pas, si tu veux, en guerre contre eux, quoi. On a les mêmes complications, les mêmes dégâts et c'est les mêmes combats que nous devons mener. Aujourd'hui, c'est de dire, cette filière nucléaire, aujourd'hui, elle a besoin de salariés, d'hommes et de femmes, et on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait des inégalités, comme tu le disais, ça devient insupportable pour les plus précaires d'entre nous, quoi, et les sous-traitants en particulier. Donc oui, c'est les mêmes dégâts et donc c'est les mêmes combats que nous devons mener par rapport à cette filière nucléaire. Et puis après, on décidera ce que l'on fera au sein de la filière, d'arrêter, de continuer. Mais il faut que les travailleurs et les travailleuses de cette filière, Mathilde, aient des conditions de travail qui soient optimales. Parce qu'aujourd'hui, le courant électrique, on en a tous besoin dans les hôpitaux, nos maisons. Et je pense que c'est un enjeu national de l'intérêt général, tout ça. Et il faut qu'on arrive vite à sécuriser, à ramener une sérénité, parce qu'aujourd'hui, on n'aligne pas, quoi, tout simplement. Quoi. Pour répondre à ta question donc, concernant la radioactivité, alors sur tous les sites nucléaires, nous avons des appareils de mesure qui nous permettent, si tu veux, à la fin de chaque intervention, de s'assurer que nous sommes propres en termes de propreté radiologique, c'est-à-dire que nous n'avons pas de particules radioactives sur nos vêtements, nos tenues de travail, sur nos mains. Et donc, ce matériel, si tu veux, énormément de gens l'utilisent parce que c'est une obligation. Tout travailleur qui pénètre en zone nucléaire contaminante avec un risque de radioactivité, à la sortie de cette zone, doit se contrôler. Voilà, c'est la base, c'est des règles élémentaires de sûreté puisque la radioactivité, elle doit rester au plus près des chantiers. On ne doit pas la mener à la maison. Hein, enfin, voilà. Et donc aujourd'hui, étant donné qu'il y a beaucoup d'intervenants, ce matériel est utilisé par tous les intervenants
Et les copains s'interrogent sur comment dire, le nettoyage par rapport à cette bactérie, ce virus, quand ils les utilisent. Parce qu'ils vont le toucher, ils le prennent dans les mains. On monte dans des capteurs, on monte dans des portiques, par exemple, si tu veux, où on est quasiment au contact de sondes. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de passages, la fréquence de nettoyage de ces matériels, qui est très sensible aussi, parce que il faut pas que, il faut qu'on utilise le bon produit pour ne pas dégrader ces appareils de mesure de radioactivité. Et puis surtout le personnel qui fait ça aujourd'hui, je ne te dis pas dans quelle situation aussi ils se retrouvent, puisqu'ils sont là pour désinfecter. Et eux aussi, ben, des fois, ils disent on n'a pas le matériel adapté pour. Et puis tous les gens qui passent, le volume de contrôle qu'il y a journalier fait qu'on devrait avoir des moyens supplémentaires en termes de personnel pour pouvoir faire ça, en termes de moyens matériels pour pouvoir désinfecter correctement ces bactéries. Et puis, bien sûr, s'assurer que derrière, tous les gens qui sortent de zones contrôlées n'ont pas de particules radioactives sur le corps, quoi. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'en voulant traiter ce problème du coronavirus, en désinfectant, on ne va pas fausser les mesures radioactives? C'est une question peut-être qu'il faudrait poser aux spécialistes. Hein. Je pense à l'IRSN peut-être, tu vois, des radiopros ou à l'ASN. Mais aujourd'hui, ce sont des interrogations que nous avons, nous, via notre page Facebook. Hein, les gens nous disent, on se contrôle aussi avec le casque sur la tête. Dans la mesure où on a un objet, ça fait un écran, ça fait une barrière. Donc, est-ce que les capteurs vont bien mesurer tous les radioéléments éventuellement que l'on pourrait avoir? Voilà tout ce type d'interrogation qu'il y a aujourd'hui. Et donc, tout ça, tu comprends bien que c'est pour nous anxiogène, quoi. Bien sûr, bien sûr. D'accord, donc évidemment, protection pour toutes les personnes qui travaillent en secteur nucléaire, ça c'est les mesures d'urgence à prendre dans ce temps d'épidémie. Il y a une question que je me pose aussi, je ne sais pas si vous y avez réfléchi, soit avec le syndicat, soit avec l'association. On parle beaucoup en ce moment de secteurs essentiels qui doivent continuer ou non, avec cette problématique que l'État refuse de lister cette part de secteurs essentiels. Donc évidemment, l'énergie en est un secteur essentiel. Mais est-ce qu'il y a des métiers ou est-ce qu'il y a des opérations qui ne devraient plus être faites dans ce temps de coronavirus? Alors, ce que l'on sait, par exemple, c'est que côté CEA, ou le commissariat à l'énergie atomique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités de démantèlement, de déconstruction. Mmh. Toutes ces activités ont été arrêtées, en grande partie, parce qu'il n'y a pas un réel enjeu, si tu veux, en termes de sûreté. Donc, on peut déconstruire un petit peu plus tard. Donc, pas de problème. Tous nos copains qui font ce type de métier aussi hyper sensible et hyper délicat, ben voilà, ils sont, je dirais, en confinement à la maison. Certains ont posé des congés, enfin, en fonction des entreprises dans lesquelles ils se retrouvent. Peut-être qu'il y en a qui sont au chômage partiel avec la problématique de la rémunération. Enfin, et côté, par contre, EDF et Orano, donc il y a EDF, on fabrique du courant électrique pour tout le monde. Et puis, côté Orano, on fabrique des assemblages combustibles, on fabrique l'uranium, je dirais, on le transforme pour justement pouvoir le donner à EDF, le client. Et donc, oui, évidemment, il y a de la production derrière tout ça. Et cette production, ben, aujourd'hui, il faut pouvoir la faire, mais dans de bonnes conditions. Si il y a des opérations de maintenance qui sont prévues, par exemple, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires? Est-ce qu'il y a un enjeu de sûreté, de sécurité? Voilà, c'est à l'exploitant, je dirais, à définir ses priorités, quoi. L'ASN, là-dessus aussi, je pense qu'il veille à ce que EDF, les exploitants fassent le nécessaire, qu'ils priorisent les interventions à faire. Et donc, si on fait des interventions, il y aura forcément des entreprises sous-traitantes qui vont intervenir, des collègues à nous. Et ben, on met tous les moyens donc de barrières, de tout ce qu'il faut pour les protéger, pour qu'ils fassent leur job dans de bonnes conditions et que derrière, on ne se retrouve pas avec des problèmes de fuite, de non-qualité, quoi. Mmh.
tout à fait. Si on revient un peu en arrière, parce que la possibilité qu'il y ait une épidémie aussi forte vient aussi d'un monde qui s'écroule. Et donc, il faut aussi faire un peu le bilan de cette période-là. Si on revient un peu en arrière, comment ça se fait? Toi, tu parles souvent de nucléaire low cost. Comment ça se fait qu'on soit arrivé dans une situation d'une filière nucléaire qui a 80% de ses activités de maintenance en sous-traitance, qui pose des questions de sécurité, mais aussi des questions de savoir-faire qui est gardé par la filière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis du coup sur les combats que toi tu mènes? Alors, ben, le nucléaire aujourd'hui, malheureusement, je dirais, les gouvernements successifs que nous avons eus jusqu'à présent n'ont pas pris à bras le corps, comme on envisage de le faire avec la France insoumise, par exemple, sur le nucléaire. Ben, concernant la situation des travailleurs, on va dire, depuis les années 90, la sous-traitance a commencé à prendre place dans la filière nucléaire. Et cette sous-traitance, on se rend compte qu'aujourd'hui, elle ne permet qu'une seule chose, c'est de réduire le coût du travail. On ne cherche plus une qualité du travail, une culture de sécurité, une culture de sûreté. Ce que les donneurs d'ordre et les entreprises essayent de faire, c'est d'optimiser, je dirais, rentabiliser le travail qui peut être fait par les uns et les autres, hein. Et tout ça, pour nous, c'est contre-productif. Ce n'est pas attractif. Aujourd'hui, on travaille dans une industrie à risque pour nous tous. Nous, là, en premier, hein, nous sommes en première ligne, mais peut-être qu'à un moment donné aussi, les populations pourraient pâtir si on faisait une bêtise, quoi. Et donc, aujourd'hui, d'avoir un comportement comme ça de la part du système capitaliste dans lequel nous sommes, dans une industrie aussi sensible que celle-là, pour moi, je trouve que c'est criminel de leur part de s'amuser à vouloir optimiser le coût du travail, de mettre la pression sur les travailleurs, de faire du chantage à l'emploi, de faire, comment dire, de ne pas reconnaître nos expositions professionnelles. Je trouve que aujourd'hui, le système capitaliste va très loin dans le mépris de l'homme, de la femme qui travaille. Et, et moi, ça me fait peur. Et c'est pour ça qu'on essaye, avec le collectif, ma zone contrôlée, de lever le petit doigt, de dire que nous existons. Il y a aussi, malheureusement, je le regrette, c'est une inaction pardon, des organisations syndicales qui, depuis les années 90, ont laissé un petit peu se dégrader cette situation. Aujourd'hui, donc oui, moi je suis au sein de la Fédération Sud Énergie, au syndicat solidaire, parce que aujourd'hui, ils ont compris que les problèmes que nous avons actuellement sur le parc pouvaient impacter tout le monde. Et j'aimerais que tous les autres syndicats aussi s'approprient ce sujet, quoi, rapidement. Hier, nous avons fait par exemple une déclaration commune en parlant que sur les installations d'EDF, par exemple, il y a une loi qui s'appelle le statut des IEG, Industrie énergétique et gazière, qui est donc qui a été fait à la création de EDF. C'est une loi et aujourd'hui, dans son article 4, elle dit tout salarié permanent sur une installation d'EDF doit être sous le statut des IEG. Pourquoi, Mathilde, aujourd'hui, on autorise des entreprises privées à venir avec des conventions collectives, du nettoyage, Syntec, de la métallurgie? On ne fabrique pas des casseroles, Mathilde, dans le nucléaire. On fait de l'énergie, on fait du courant électrique. Et aujourd'hui, ces conventions collectives, elles servent principalement à nos entreprises et aux donneurs d'ordre à choisir le moins-disant social. Et quand on dit moins-disant social, ça se répercute sur des conditions de travail, sur une banalisation, comme j'ai dit tout à l'heure, des métiers, d'exposition professionnelle, et ça ne produit que du nucléaire low cost. Et c'est ça aussi qui aujourd'hui fait que nous devons vite nous saisir de cette problématique. Quand je vois ce qui se passe dans les services de santé, depuis un an, ils sont dans la lutte, dans la revendication, avec tout ce qu'ils ont subi en termes de répression. Voilà. C'est la même situation dans le nucléaire. On manque de moyens, on manque de reconnaissance. On attend quoi pour agir? On attend quoi? Il faut que aujourd'hui, je le sais, la France insoumise, on va dire, une vision sur l'énergie, voilà, moi, qui me convient
sortir du nucléaire à l'horizon 2050, oui, ça me parle. Oui, il faut s'engager dans la transition énergétique, mais on ne pourra pas le faire contre les travailleurs. Les travailleurs du nucléaire, on aura besoin d'eux pour démanteler si on décide de le faire. On aura besoin d'eux pour cette transition énergétique. Il faudra produire d'autres moyens de production, éventuellement de l'électricité, et on aura besoin de ces compétences. Mais tout ça, il faut qu'on puisse le proposer. Il faut qu'il y ait une réelle volonté de dire à cette catégorie de travailleurs, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser tomber. Moi, je n'ai pas l'intention de mettre des gens au chômage ou quoi que ce soit. L'objectif de l'association, c'est d'améliorer nos conditions de travail aujourd'hui, et puis on fera ce qu'on fera par la suite. On le décidera, j'espère, collectivement, et on fera les bons choix. Mais si on décide de continuer à fabriquer des EPR qu'on n'arrive pas à terminer, si on décide que les travailleurs sous-traitants du nucléaire, ils servent juste de variable d'ajustement, Mathilde, on a tout faux. Et puis, ce qui est hyper important dans ce que tu es en train de dire, Gilles, c'est que au-delà même de savoir quelle est la position des personnes sur savoir si on veut la sortie du nucléaire ou non, de toute façon, les conditions de travail des personnes qui y travaillent sont importantes pour tout le monde parce que c'est la condition de la sécurité, de la sûreté et aussi évidemment de la santé des personnes. Et pour le coup, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent ce que ça veut dire les différentes conventions collectives, c'est des personnes qui donc travaillent en sous-traitance dans la filière nucléaire, parfois depuis longtemps. Je me rappelle quand oui, on avait fait une manifestation avec toi, de Jean-Marie notamment, qui disait qu'il oui, travaillait depuis 40 ans dans le nucléaire en sous-traitance. Depuis oui, 40 ans dans le nucléaire, il était au SMIC. Avec les primes, il arrivait à 1 600 euros net, alors qu'il avait, il a 59 ans, je crois, Jean-Marie, quelque chose c'est comme ça, ça. oui. Donc, c'est des situations qui sont complètement aberrantes, avec une exposition qui est forte, un contrôle médical qui est bien plus léger et des conditions de sécurité. Je me rappelle de sous-traitants qu'on a été défendre aussi, à Largement. qui on avait rallongé le temps de travail. Donc Oui, et quand on arrive dans une crise du coronavirus comme maintenant, ça montre toute l'absurdité de la situation, parce que quand tu dis c'est hétérogène entre les entreprises sous-traitantes, donc entre les salariés sous-traitants, entre eux, qui dépendent de différentes entreprises, et par rapport aux agences statutaires, on arrive dans un cas d'une épidémie à une absurdité absolument complète. totale. Donc, convention collective unique, ça c'est ce que tu disais, ça c'est une des choses qu'il faut mettre en place aussi à l'avenir pour faire en sorte que les gens puissent bien travailler et qu'on s'assure des conditions de sûreté et de sécurité. La mesure, Mathilde, donc, ça serait aujourd'hui de mettre les moyens de protection par rapport au coronavirus à l'ensemble des travailleurs qui travaillent sur EDF en particulier et à Orano, évidemment. Le CEA, comme je t'ai dit, c'est un petit peu moins en baisse d'activité. Et de demander qu'on applique la loi. La loi, c'est le statut des IEG. Il y a un article 4, on demande à ce qu'il soit appliqué, quoi. La loi, elle est pareille pour tout le monde, il me semble, dans ce pays. Enfin, j'aimerais. Et on l'applique une bonne fois pour toutes. Et si on pouvait dire ce soir ou demain, Mathilde, que tu fasses une annonce en disant ça y est, on a obtenu de la part du gouvernement, du ministère de l'Industrie, une reconnaissance de la nécessité du travail des sous-traitants et qu'on arrête cette absurdité de mettre en concurrence, de faire du dumping social et qu'on leur accorde, puisque c'est la loi, le statut des IEG, je pense que beaucoup de mes collègues qui travaillent à EDF vont comprendre ce que ça implique, ce que ça représente pour eux socialement. Et peut-être que derrière aussi, ils iront au travail avec un petit peu plus de rigueur. Enfin, tu vois, ils apporteraient le petit plus. Mais quand on est méprisé par des patrons, par des exploitants nucléaires, on n'est que des hommes ou des femmes, a-t-il, et comment dire, on se décourage. Et sauf que nous, si on baisse les bras, on peut faire des bêtises avec des conséquences qui peuvent être dramatiques pour nous tous, quoi. Et de nous mettre dans cette situation aujourd'hui, elle devient insupportable, vu le contexte. Et donc, oui, s'il y a des mesures urgentes à prendre, je pense que ça en fait partie. Pour moi, c'est de l'intérêt général, tout ça, quoi. Il manquerait plus qu'on ait un incident sur une installation nucléaire, Mathilde. Et c'est la fin des haricots, pardon, quoi. Bien, C'est, bien sûr. ça serait catastrophique.
Et dernière question, parce que bon, pour le coup, je pense que tout le monde comprend bien avec le témoignage que tu apportes. Et d'ailleurs, tu avais commencé en parlant de toutes celles et ceux qui sont obligés d'être en première ligne sur des activités qui sont essentielles à la vie de notre pays. Et d'ailleurs, donc on le voit, les sous-traitants nucléaires le sont pour l'énergie que nous, on défend comme bien commun. Et je pense que ça se Oui. voit, et qui sont d'ailleurs en ce moment les personnes qui travaillent, qui sont les personnes qui sont les plus mal payées, les moins reconnues, et qui, on le voit, sont pourtant essentielles. Une dernière question, Gilles, qui est intéressante. Nous, on défend beaucoup le fait que les salariés, et quand tu parles, on le voit très clairement, que tu as une idée précise de ce qu'il faudrait faire pour protéger les salariés et savoir quelles activités on continue ou non. Est-ce que vous avez été concerté? Est-ce que on vous a réunis sur, que ça soit sur les règles de sécurité, sur ce qui continue ou non? Est-ce que les travailleurs du nucléaire ont eu leur mot à dire sur les mesures qui étaient prises? Alors, on a maintenant dans les entreprises la mise en place du CSE. C'est aussi le résultat de la casse du code du travail, hein, les, euh, les réformes, on va dire, de El Khomri, Macron. Enfin voilà, aujourd'hui, dans les entreprises, on est dans le mode de fonctionnement du comité social et économique où en fait, ben, les patrons consultent les instances, les salariés élus, et puis ben, on a moins, je dirais, de pouvoir que l'on avait précédemment où on avait des CHSCT, on avait des délégués du personnel, on avait beaucoup plus d'élus. Aujourd'hui, ça a fondu comme neige au soleil, hein. Et donc, aujourd'hui, dans ces instances, j'ai le sentiment qu'on demande plus à ces élus d'accompagner les choix stratégiques des entreprises, les choix économiques. Euh, les, les- et donc, de leur demander éventuellement, quand une entreprise est en difficulté, de dire ben, euh, on va sacrifier peut-être des primes parce que ben, les primes dans le nucléaire, ça représente plus de 40% du salaire. Donc, jusqu'où est-ce qu'on va aller dans les sacrifices, quoi. Euh, Aujourd'hui, il faut que, je dirais, nous, les travailleurs et travailleuses, et c'est ce que essaye de faire l'association, c'est qu'on se réapproprie un petit peu le travail que nous faisons, que le sens du travail que l'on a, ben oui, il faut qu'on explique aux gens dans ce que l'on fait, l'utilité que ça a, les moyens que l'on nous donne. Et puis, quand on n'a pas les moyens de faire notre travail dans de bonnes conditions, eh ben, de dire on a la solution, on a des idées pour corriger, pour améliorer. Sauf que derrière, on se rend compte qu'ils sont en marche, eux aussi, à vouloir imposer une façon de travailler, une façon d'optimiser, je dirais, une rentabilité. Et tout ça, aujourd'hui, c'est contre-productif. C'est, je dirais, l'ASN le dit maintenant de plus en plus fréquemment, quoi, que le niveau de surveillance des exploitants nucléaires par rapport aux activités qu'ils sous-traitent n'est pas au niveau attendu parce qu'ils ont perdu la technique. À force de faire à d'autres, ils ne savent plus faire le travail. Et moi, je t'avoue que j'aime bien être surveillé éventuellement par quelqu'un qui connaît mon métier, qui l'a déjà exercé. Quand c'est quelqu'un qui est juste là pour éventuellement essayer de me prendre à défaut, de pouvoir mettre une pénalité à mon entreprise financière, Mathilde, la relation devient très perverse, elle devient malsaine. Et, euh, et derrière, si tu veux, ça nous met dans un climat de travail qui est où on a peur de l'exploitant. Si on fait une bêtise, parce que ça peut nous arriver, ben, moi, quand j'ai commencé il y a 32 ans, on allait voir les exploitants, on disait peut-être qu'il faudrait qu'on revienne un peu en arrière, qu'on refasse la manip, on vérifiait. Aujourd'hui, on ne fait pas ces choses-là. Ce que l'on veut, c'est que les gens fassent le job, exécutent. On voit les problèmes que ça occasionne, c'est que des fois, il y a des falsifications de documents. Quand on n'a pas les moyens matériels, les moyens humains aussi de pouvoir faire des cartographies, de faire des mesures de radioactivité sur des installations et qu'on demande aux salariés de produire des documents pour les donner aux clients, aux donneurs d'ordre, pour dire à la fin du mois, je peux aller chercher le montant de ma prestation. Mathilde, on fait des faux et des faux documents. On a eu
aussi la triste expérience, les forges du Creusot, où la teneur en carbone a été falsifiée. Et si aujourd'hui ça devient une mode, ça aussi, ce n'est pas acceptable, quoi. L'ASN, depuis, essaye de corriger en mettant, elle a mis en place depuis maintenant bientôt 2 ans une plateforme pour les lanceurs d'alerte, pour les salariés qui aussi estiment ne pas avoir les moyens de faire leur travail dans les meilleures conditions. Euh, Là aussi, c'est pour donner un signal aux travailleurs. Vous êtes importants. Appropriez-vous ces sujets sur le nucléaire. Parlez de ce que vous savez faire. Parlez des problèmes que vous rencontrez. Et ensemble, collectivement, on trouvera des solutions. Si on reste isolé dans son coin, eh ben, on va pas faire avancer les choses. Et donc aujourd'hui, oui, ça mérite un débat, ça mérite, je dirais, des discussions les uns les autres, quoi, pour trouver la meilleure solution à cette situation. Sinon, moi, je crains pour la suite, quoi, voilà. Donc le monde d'après qui commence dès maintenant, ça doit être égalité entre les travailleurs et travailleuses du nucléaire et mettre fin à ces cascades de sous-traitance qui existent un peu partout. Ça doit être aussi la fin du dumping social pour à la fois sécuriser les installations nucléaires pour l'ensemble de la population et les personnes qui y travaillent. Et puis aussi ce que tu disais sur les travailleurs qui doivent s'approprier, parce que c'est eux qui savent finalement, Oui, qui c'est eux doivent les experts. exactement, exactement. Et je Ce pense sont eux les experts. que c'est ce que beaucoup doivent apprendre de cette pandémie actuellement. Et puis finalement aussi rappeler que l'énergie est un bien commun. Mathilde, j'ai quelques notes, enfin, si tu m'autorises, hein. Ce qui il pourrait être intéressant aussi, côté, enfin, je parle à la députée, hein, c'est de demander aux exploitants nucléaires, à EDF en particulier, si pendant cette période de coronavirus, on a un déclenchement anormal de portique C3. Le portique C3, c'est l'ultime barrière qu'il y a pour contrôler la radioactivité pour un personnel qui a statutaire ou sous-traitant qui est intervenu sur un site nucléaire avant de rentrer chez lui, de monter dans sa voiture et de rentrer chez lui. Ça serait de savoir si on voit une recrudescence de déclenchement de ces portiques par rapport aux moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui au sein des installations, par rapport au nettoyage, comme on a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, des matériels de radioprotection. Ça peut être un indicateur aussi intéressant. Et puis surtout, c'est qu'il y a un enjeu de sûreté quand même derrière qui est non négligeable, hein. Parce que si nos copains, nos collègues, ils passent ce portique C3 pardon, sans déclencher parce que je dirais, ça n'a pas été détecté et que malheureusement, ils se retrouvent avec des particules radioactives, excuse-moi, on va en mettre de partout, quoi. On va en mettre de partout. Après, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que nous avons donc des alertes de nos collègues qui travaillent aujourd'hui à EDF en particulier, qui font valoir leur droit de retrait. Donc à Cattenom, aujourd'hui, par exemple, hein, on a la société Samsic. Donc ce sont des salariés qui font du nettoyage et qui aujourd'hui font valoir un droit d'alerte pour dire l'arrêt de tranche qui se profile là à partir de mercredi ou jeudi prochain, hein, cette semaine, nous n'avons pas les moyens, l'employeur ne garantit pas et l'exploitant EDF à Cattenom ne garantit pas la protection par rapport à ce risque de coronavirus. Et donc les salariés, voilà, ils essayent de faire valoir leur droit de retrait. Il y a d'autres entreprises, hein, à Endel, qui aussi ont fait ce type de démarche. Il y a eu des dangers graves et imminents qui ont été déposés par certains élus. Et je pense à Yvon Laurent, par exemple, hein, qui l'a fait pour 8 sites nucléaires EDF, hein, par rapport aux salariés de son entreprise. Aujourd'hui, oui, il faut que, comment dire, les travailleurs puissent exercer ce droit, parce que le patronat dit que et puis le gouvernement, ils ont mis en place le 6 mars, si ma mémoire est bonne, ils ont produit un document en disant que le risque de pandémie du coronavirus n'était pas comment dire, un motif légitime pour faire valoir un droit de retrait. Voilà. Le 6 mars, ça a été pondu par les patrons, le gouvernement. Zut, un salarié, il a le droit d'estimer si oui ou non, il a tous les moyens de se protéger ou pas.
Et ce droit de retrait, ben, si quelqu'un doit le contester, il n'y a qu'un juge. Ce n'est pas un patron qui doit se permettre de faire valoir ouais, quelque chose de plus. Les travailleurs, ils ont le droit aussi aujourd'hui de faire valoir cela et nous, on les encourage. S'ils estiment qu'ils sont en difficulté, qu'ils sont en danger, oui, faites valoir ce droit, les copains, faites-le valoir. C'est aujourd'hui un outil que nous avons. Les syndicats, on sera présents pour vous aider. Les associations, les députés, vous serez présents aussi pour soutenir ces démarches. On n'a pas, je dirais, à mettre la pression sur les travailleurs, en plus des situations qu'on a évoquées, hein, de dumping. Oh, on est là pour bosser. Donc, on veut travailler dans les règles, on veut travailler pour gagner notre vie, on ne veut pas perdre notre vie au travail et se retrouver contaminé avec ce coronavirus. Qu'est-ce que c'est qu'il faut que je rajoute? Parce que Yvon m'avait fait pas mal de remarques. Peut-être qu'on en a parlé de la démobilisation des travailleurs qui sont rentrés chez eux. Donc, l'idée, c'est de généraliser, hein, Mathilde, le dépistage à tout le monde. Hein, de faire une prise de température, peut-être de fournir des masques aussi, parce que quand on est en arrêt de tranche et qu'il y a de la coactivité, beaucoup de passages, et les distances de sécurité, c'est pas, comment dire, c'est pas facile à respecter, tu vois. Donc, il faut qu'on ait ce matériel pour les gens qui sont dans ces zones-là, pour les protéger de ce risque. On a vu sur un site, hein, le site de Belleville, aujourd'hui, l'entreprise, elle propose une prime de 8 € par jour pour les gens qui sont volontaires à venir travailler. Et donc, tu vois, ça aussi, c'est pervers. On achète, si tu veux, par une prime, 8 € brut par jour, de dire aux gens, vous venez travailler. Ça prouve bien, donc là aussi, l'importance que ces hommes ou ces femmes, le travail qu'ils font au quotidien est important pour nous tous. Et vu que ben, les gens ont des craintes, des doutes, voilà, les employeurs, ils jouent avec une carotte, entre guillemets. Et là aussi, c'est malsain tout ça. C'est pas adapté, je pense, à cette situation ben, qui nous concerne tous. Et là aussi, il faut qu'on trouve une solution collective, quoi. Un mot sur le personnel du nettoyage, tu as compris, c'est eux aujourd'hui qui sont un peu en première ligne par rapport à ce risque. Tous nos autres copains qui font de la logistique par rapport à la radioactivité, tout ça, comme je t'ai dit, on sait faire, Mathilde, on sait se protéger, on sait faire comment dire, le travail, on sait traiter les déchets. Mais par rapport à ce risque supplémentaire du coronavirus, là aussi, ben, c'est quelque chose qui vient se rajouter et on n'en a pas besoin, quoi. On n'en a pas besoin. On a ouais, le droit de retrait, j'en ai parlé. Donc, ouais, aussi, on est sollicité par les médias. Les médias s'interrogent, c'est une bonne chose. Voilà, donc, ben, de parler comme je le fais, moi, avec toi, et je le fais volontiers ben, pour témoigner de cette situation. Tu l'as dit aussi, cette affaire au tribunal, là, j'espère bien quand même que je ne vais pas être sanctionné, quoi. Je ne comprendrai pas, quoi. Aujourd'hui, cette situation, il faut en parler calmement, expliquer ce qui se passe. Parce que si on cache les problèmes, on ne va pas les résoudre. Et puis au contraire, ça va se dégrader. Et puis, ben, ce n'est pas une fois qu'on aura un pépin qu'il faudra dire, ah ben tiens, si on avait su, on aurait dû le traiter, ça sera trop tard. Donc, c'est aussi un signal que je voudrais envoyer à mes collègues. Témoignez, les gars. Appropriez-vous ces sujets. S'il vous plaît, on a besoin de vous. Vous êtes les experts. Et faites-nous profiter de votre savoir, de vos expériences. Parlez-nous de vos craintes, de vos envies. Et je pense qu'à la FI, je sais que toi, tu écouteras attentivement tout ça pour proposer derrière ben, des solutions à ces situations qui aujourd'hui nous inquiètent de plus en plus, quoi. Et puis, qu'est-ce que je peux dire pour conclure? Oui, les agents EDF, ben, on est dans le même bateau, quoi. Les agents statutaires d'Orano, on est dans le même bateau, les sous-traitants, toutes ces entreprises. Et aujourd'hui, on doit se mettre bras dessus, bras dessous, ensemble, pour ben, gagner cette lutte contre ce virus. Et puis après aussi, qu'on soit bras dessus
ensemble pour améliorer nos situations de travail aux uns et aux autres, et aux sous-traitants en particulier, quoi. Voilà. Un immense merci, Gilles, pour cette audition que tu nous as donnée. Donc évidemment, on va prendre toutes les propositions que tu as faites pour à la fois interpeller et aider sur le rapport de force à faire par rapport au gouvernement, parce que tout ce qu'on gagnera maintenant, ça sera ce qui sera acquis pour la suite. Et on voit l'absurdité de la situation dans lequel on est. On va aussi interroger sur les questions plus techniques, l'autorité de sûreté nucléaire ou l'IRSN, pour apporter le plus de réponses. Évidemment, on va mettre toutes ces recommandations dans notre rapport de notre commission d'enquête de suivi du coronavirus. Et puis, les amis, partagez cette vidéo. Vous avez vu à quel point c'est important comme sujet. Il faut du soutien et de la reconnaissance aussi aux travailleurs du nucléaire, et particulièrement aux sous-traitants qui sont les plus précaires, qui vont chaque jour travailler avec la boule au ventre parce qu'ils n'ont pas les protections nécessaires. Nous, on va aider du mieux qu'on peut. Donc, un immense merci, Gilles, et puis à très vite dans ce combat. Merci Mathilde, merci.